Bonjour et bienvenue à la récré parentale, le rendez-vous des familles et des professionnels pour répondre à toutes les questions qu'on se pose en tant que parents. Écran, jeux, alcool, tabac, sexe ou pornographie, les addictions commencent toujours par un plaisir éphémère qu'on veut faire perdurer. À partir de quand ce plaisir se transforme-t-il en addiction ? On verra dans cette émission 3 addictions en particulier, l'alcool, le tabac et la pornographie. Quel est l'impact des addictions sur notre vie personnelle, familiale et sociale ? Quelles sont les aides ? Quels sont les accompagnements ? La réponse, c'est tout de suite avec nos invités. L'alcoolisme, c'est une maladie dont on ne se défait que difficilement. On dit que le sevrage de l'alcool est l'un des plus difficiles. On va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe pour nous ou pour nos enfants lorsqu'on bascule dans l'alcool. Avec nous pour en parler, Vanessa Redzepi, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable secteur social de la Croix-Bleue romande. Vous vous occupez entre autres du programme Enfance et Famille qui accompagne les parents et les proches dans les situations liées à l'alcool. Et Anna, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman d'un petit bout de 15 mois. Vous avez souhaité partager votre expérience pour nous aider et pour aider un maximum de personnes qui se trouvent dans cette situation très délicate. On vous remercie beaucoup. Mais c'est un plaisir. Merci à vous. Vanessa Redzepi, c'est quoi l'addiction à l'alcool ? Alors, l'addiction à l'alcool fait partie, comme les autres addictions, en fait, d'une maladie, une maladie chronique, et c'est important aussi de le souligner, qui a un impact, bien sûr, pour la personne, mais aussi pour tous ses proches, comprenant, proches larges, enfants. C'est aussi, l'alcool, on peut dire, une rencontre, comme certaines autres addictions aussi, entre le produit, la personne, avec toute son histoire de vie, toutes ses facettes, et un environnement. Et à un moment donné, la maladie peut s'installer dans le temps. Peut-être qu'on discutera aussi rapidement après aussi les différentes étapes de la maladie. Absolument. Comment est-ce qu'on fait pour savoir où on en est dans l'alcoolisme ? Est-ce qu'il y a un baromètre où on peut dire, à partir de ce moment-là, je me rends compte que je suis alcoolique ? Par rapport à l'alcoolisme, c'est vraiment ce moment où on perd sa liberté, la liberté de s'abstenir, la place que prend l'alcool dans sa vie et toutes les conséquences qui peuvent arriver, physiques, familiales, relationnelles, et qui vont amener justement la personne et son entourage à souffrir. Donc le moment où ça devient souffrance, c'est une phase de la maladie très importante. Après, pour savoir, effectivement, bien sûr, on peut le faire via les personnes spécialisées, mais on peut aussi être attentif à ce qui se passe autour de nous. Donc à ce que les autres nous disent, à les changements qui s'opèrent, et petit à petit, peut-être réussir à repérer. On a beaucoup d'appels, nous, de personnes à la Croix-Bleue qui nous disent ça. J'appelle parce que je me pose des questions. J'ai l'impression que je suis en train de glisser. Vous, Anna, vous avez glissé. Vous avez une vie rythmée par des changements. Vous avez vécu en Suisse, puis aux États-Unis. Vous êtes revenu en Suisse après votre maturité. Votre diplôme américain n'était pas reconnu en Suisse, donc vous vous êtes réorienté dans la restauration, ce qui a été un peu la porte d'entrée avec l'alcool. Puis vous avez eu un accident de ski. Je résume un petit peu parce que votre histoire est longue et pleine de rebondissements. Oui. Vous avez eu un accident de ski, ce qui vous a laissé de terribles douleurs au niveau du dos. Ensuite, un deuxième accident avec un barbecue qui vous a brûlé les jambes. Et on peut dire que ça a été la descente aux enfers à partir de ce moment-là. C'est ça, c'est des moments, des épreuves qui chamboulent une vie. Surtout quand on essaye de reconstruire une vie, changement de terrain, changement de langue. Malheureusement, on a des accidents, la chute à ski, excusez-moi. Pas de souci. Et puis, c'est vrai que là, on se trouve dans un cercle vicieux. Et où est-ce qu'on va ? Et là, j'ai choisi la restauration. Et c'est vrai que ça, c'était le début de... Alors, comment vous avez commencé ? Voilà, c'était le début, justement, après un service. C'est très convivial. Ouais. Puis, tu as un verre, oui, alors un coca. Ça devient des injonctions, c'est bizarre. C'est Pourquoi ça. est-ce que tu ne prends pas une petite bière ? Pourquoi tu ne prends pas un huit de vin ? C'est ça. Et on tombe dans notre propre piège parce que quand on ne travaille pas, on se dit « Ah, mais là, c'est l'heure de l'apéro ».
Vous vous êtes rendu compte très vite que vous êtes tombé dans l'addiction? Alors, j'étais dans le déni, parce que avant de se reconnaître et puis qu'on est dans un piège et une spirale, on se dit on n'est pas alcoolique. Non, c'est Pas une moi. phase. Ouais. Et puis la phase, elle devient très longue. Et c'est là où j'ai quand même pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Une prise de conscience et de le reconnaître, c'est 80% de la guérison. On est tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Qu'on soit le parent, l'enfant, l'entourage a souvent peur d'en parler parce que si on est l'enfant, on a quand même cette loyauté envers le parent. Si on est le parent, on n'a pas envie de froisser nos enfants. L'entourage, vous disiez que c'était très important. Oui, c'est très important parce que tout le monde est impacté et de nouveau, la maladie prend beaucoup de place et va modifier les comportements. On sait que, par exemple, pour, bien sûr, le conjoint, mais si on parle là pour les enfants, en l'occurrence, ils vont vivre la maladie comme le parent, c'est-à-dire avoir les hauts, les bas, effectivement, aimer leurs parents, vouloir qu'ils aillent mieux, donc voir les phases où ça va mieux et les phases où ça va moins bien. Et pour un enfant, ça peut prendre aussi trop de place. Si on pense à son développement, il a besoin de pouvoir aussi se concentrer sur lui, finalement, respirer, être un enfant comme les autres. Et là, très vite, il va s'apercevoir que le parent a besoin qu'il soit calme des moments, qu'il ne fasse pas trop de bruit. Enfin, il y a tous ces risques-là qui peuvent arriver. Pour le conjoint et les proches, c'est des adultes, mais ils vont aussi s'adapter à ce qui se passe. Donc la maladie, vraiment, impacte tout le monde. Donc il faut pouvoir soutenir. Et le conseil qu'on peut donner aux proches, c'est vraiment d'appeler à l'aide, d'appeler un professionnel, même si Exactement. on a peur des conséquences. Beaucoup à la Croix-Bleue aussi des appels de proches qui disent j'ai besoin de parler à quelqu'un, je ne sais plus comment l'aider, je ne sais plus comment faire. Déjà juste d'accueillir, de pouvoir poser ça, de se sentir moins seul, pouvoir se dire, il y a beaucoup de honte, de se dire mon Dieu, j'ai un conjoint qui a un problème d'alcool, moi-même je me pose peut-être des questions, etc. Donc de pouvoir vraiment le faire de manière sécurisée, non jugeante, et de pouvoir réfléchir ensemble, ok, c'est une maladie, comment on fait, qu'est-ce qui existe? Et on s'aperçoit que parfois, ça permet à la personne concernée de oser venir. Alors, une question qui revient très souvent de la part des proches, Vanessa, c'est comment on fait pour créer cette volonté de la personne qui boit à chercher de l'aide, à sortir de cette situation? Alors, c'est tout l'aspect motivationnel, c'est-à-dire, ça, c'est ce qui peut être beaucoup travaillé aussi avec les professionnels ou avec les lieux de soins. Mais en tant que proche, déjà, on ne va pas jouer ce rôle-là. Donc, souvent, les proches qu'on a au téléphone, on les encourage à dire d'abord vous-même, comment vous êtes aussi, comment ça se passe pour vous, se centrer un peu sur soi et pouvoir exprimer ses besoins à l'autre. C'est-à-dire en disant, là, je suis inquiète, là, ça va plus. Et d'arriver dans ce positionnement-là. Parce que souvent, les proches sont tétanisés en disant... Et puis on culpabilise aussi de voilà, je ne peux pas l'aider, pourquoi est-ce qu'il a ce problème ou elle a ce problème, et puis jusqu'où je peux aller, et puis surtout, il ne faut rien que je fasse, sinon... il va consommer plus. Donc, il y a vraiment ce moment où on est figé, en fait. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir débloquer ça, donc déjà avec la parole, et un lieu où on puisse parler de ça. Ensuite, moi, j'ai envie de dire, par rapport à ce que disait Anna, la partie médicale est nécessaire. Donc, c'est quelque chose, nous, on travaille vraiment en complémentarité avec le réseau de soins. Simplement, on s'est aperçu qu'il y avait parfois besoin d'un accès facilité. Et puis, de par notre histoire, au niveau de l'association, ça a toujours été un lieu disponible et d'accueil. Donc, avec les équipes, avec nos lieux, les personnes peuvent plus facilement pousser la porte sans rendez-vous, venir, poser les choses. Donc c'est complémentaire, vraiment, parce qu'il faut, c'est comme on parle d'une maladie, il y a toute une partie de soin. Mais c'est vrai que souvent, il y a un mélange. Il faut vraiment un peu de tout et trouver ce qui fonctionne pour chacun. Chaque personne qui vient est différente. Alors Anna, vous étiez tombée dans l'alcool, vous avez contacté la Croix-Bleue romande, ça vous a aidé, vous alliez mieux, et puis vous êtes tombée enceinte. Exactement. Alors moi, j'avais eu une première grossesse et comme la vie est pas facile et puis il y a des choses qu'on ne choisit pas. Malheureusement, ma première grossesse, on a perdu notre premier enfant. Donc là, ça de nouveau, je suis de nouveau
On précise quand même qu'au moment où vous avez su que vous étiez enceinte, vous aviez arrêté toute consommation d'alcool, même de cigarettes. C'est ça, non fumeuse. Donc ça, c'est bien, C'est ça, bravo. merci. Mais voilà, ça n'a pas empêché le drame. Malheureusement, vous avez perdu votre enfant et du coup, vous êtes retombée dans l'alcool, vous avez fait une rechute. Ah, complet. Et j'étais toujours accompagnée par la Croix-Bleue. Mais c'est vrai que quand on est à un stade plus dramatique, je reviens à dire qu'il faut aller un peu plus haut. Et il ne faut pas avoir peur de se dire, maintenant, il faut être hospitalisé. Et il faut vraiment prendre les choses sérieusement. Parce que c'est pas léger, cette maladie, malheureusement. Et certes, il y a des accompagnements plus légers, mais ça, c'est vraiment quand on a pris conscience et quand on a fait une étape, ben, ça va par étape. Par étape, oui. Alors, ça prend du temps, hein, cette conscience. Vanessa, comment on fait pour s'en sortir? Est-ce qu'on peut guérir de l'alcoolisme? Alors, en fait, on choisit la vie. Souvent, dans les bénéficiaires qu'on accompagne, ils nous disent j'ai senti le moment, le déclic où j'ai dit non, là, c'est entre la mort et la vie, je choisis la vie. Donc il y a un moment, ça c'est vraiment quand la maladie est très aiguë, où ils choisissent d'abord la première étape, c'est vraiment on stoppe l'entrée de l'alcool, c'est-à-dire on ne laisse plus prendre le contrôle sur nous. Une fois que c'est fait, il y a plein d'autres étapes, effectivement, mais c'est possible. Après, avec quoi on remplit d'autres? Comment on se reconstruit? Comment on va apprendre à gérer les émotions sans cette aide-là, puisque c'est fait comme ça. C'est un produit qui permet une sorte de couvercle magique sur des émotions douloureuses. Temporelles, voilà, ou sur des émotions positives exponentielles. Hein. Il y a les deux côtés tout le temps. Donc on peut autant consommer pour se récompenser, pour fêter, que pour oublier et atténuer, simplement juste vivre moins douloureusement. Mais donc il y a plein d'étapes. Et donc oui, on peut, on ne parle pas de guérison, on parle plutôt de rétablissement. Ça veut dire on vit avec la maladie et on s'installe dans une sobriété, c'est-à-dire que le produit n'a plus cet impact, tant psychologique, physiologique. Physiologiquement, c'est pas ça le plus long. Oui. C'est surtout la partie neurologique, psychologique et des fois les liens. Oui. On doit reconstruire sa famille, son couple, sa parentalité ou pas. Enfin voilà, et retravailler, retrouver un sens vraiment à sa vie. Nous, on est très frappés par cet aspect-là, vraiment chez les personnes qu'on accompagne. Donc c'est possible. Alors Anna, juste avant de donner peut-être un conseil aux familles, aux mères et aux femmes qui se trouvent dans cette situation, vous avez eu une deuxième grossesse. À partir de là, ça a été un peu la révélation, ça vous a permis de sortir de ce cercle vicieux. Exactement. Alors j'avais déjà fait le choix, comme on dit, à un moment donné, est-ce que tu veux vivre ou maintenir une vie qui est une spirale infernale. Et justement, moi, voilà, j'avais ce déclic en moi, ainsi que pour mes proches, pour mon conjoint, pour se restructurer et profiter de la vie pleinement. Et après, la magie a opéré. Je suis retombée enceinte. Et encore une fois de plus, c'est un élan, des ailes qui poussent, de se dire, je construis la vie. La vie me redonne goût à vivre et je la porte en moi. Merci et ce beaucoup. bébé, il a rien demandé. Et maintenant, c'est à nous, en tant que parents, en tant que... c'est la loterie de la vie. Et moi, je dis à toutes ces familles, il y a toujours un espoir. C'est vouloir, on peut s'en sortir. Et c'est vraiment... Il faut le décider. Il faut le décider. Merci beaucoup. Et puis se donner confiance. Merci beaucoup, Anna. C'est un très beau message de fin. Merci à vous. Merci beaucoup, Vanessa, pour votre intervention. Merci infiniment pour le travail que vous faites. En parlant de votre travail, Philippe Frey, porte-parole de la Croix-Bleue suisse, expert en prévention et intervention dans le domaine de la violence et papa d'ailleurs de 2 enfants, a écrit un livre que je vous présente ici. C'est Elena entre en jeu.
Oui, il est question de cette petite fille Elena qui va rencontrer une autre petite fille qui s'appelle Jessica, exactement. Et puis, Elena va être chamboulée par l'histoire de Jessica. Dans cette histoire, il est question d'injustice, il est question de harcèlement, il est question d'alcoolisme des parents. Et puis surtout, quelles sont les actions qu'on peut entreprendre même lorsqu'on est jeune. Donc ce livre est conseillé à partir de 6-7 ans, c'est ça? Ce qui est super intéressant, c'est qu'à la fin du livre, je vous le montre, à la fin du livre, on a plusieurs adresses. Je vais y arriver. Donc il y a plusieurs adresses, plusieurs numéros de téléphone à qui s'adresser. On a des adresses en France, en Belgique, en Suisse. Donc je vous le recommande vraiment. Moi, je l'ai lu avec mon fils de 6 ans et il a été très touché par cette histoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va maintenant accueillir sur notre plateau Simon, qui devient un génie en sujet délicat. Merci Simon de nous faire plaisir d'être avec nous. Un plaisir. Donner la vie et que ça nous redonne envie de vivre. Exact. Oh, quand vous parlez, Anna. Merci. Moi, je viens donc vous parler de l'addiction à l'alcool. Et avant toute chose, je ne sais pas si je vais me faire des amis en disant ça, mais je pense qu'il est important de dire la vérité sur l'alcool. L'alcool, c'est formidable. Une immense bière à la fin d'une grande semaine de travail, ça détend comme aucun massage au monde. 2 verres de vin, ça rend plus éloquent. 3, ça rend poète. Moi, je me prends pour Gérard Depardieu, je monte sur les tables et je dis des vers après les avoir bu. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop, ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Katharina, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. Avec le vin, on ose parler aux dames, leur dire des mots d'amour. Imaginez comment l'humanité ferait pour se reproduire si l'alcool n'existerait pas. Hein, je vous le demande. Et si on y pense, pas d'enfants, pas d'émission sur les enfants. Votre job ne tient que par le vin, Katharina, je vous le dis. L'alcool, ça aide à oser danser et à oublier de quoi on a l'air quand on le fait. Ça marche aussi pour chanter là-bas au Connemara. La fin de l'alcool, ce serait la faillite de tous les karaokés du monde. L'alcool, c'est aussi un dopant, il faut le savoir. 4 bières et on oublie qu'on n'est pas sportif. On part pour un jogging de 4 km. On se réveille, on a très mal aux jambes, on sait plus bien pourquoi. Probablement trop de gluten dans la pizza. 5 bières et on joue 10 fois mieux au foot. Ça ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais dans nos têtes, on est Neymar. L'alcool, ça a aidé à écrire des chroniques aussi quand on n'a pas d'idée. Mais évidemment, l'alcool, comme les gâteaux à la crème, les pizzas 4 fromages, si on en abuse tout le temps, on devient addict et c'est la merde. C'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. Cette émission n'est pas sponsorisée par les vignerons vaudois pour promouvoir leurs produits, à mon grand désespoir. Pas sponsorisé non plus par les vignerons fribourgeois, parce qu'ils n'existent pas. L'alcool, c'est glauque quand tu te mets à boire tout seul, glauque quand tu te mets à boire tous les jours, glauque quand tu rentres à 8h30 dans un resto en criant « Patron, un café prune !» Moi, les 5 fruits et légumes, je les commence dès le matin. Petite note en passant, la garde d'enfants avec la gueule de bois, addict ou non, c'est absolument atroce. Être un déchet d'éthanol et avoir face à soi un petit être adorable, plein de vie, de pureté, d'envie de découvrir le monde, en termes d'estime de soi, c'est absolument atroce. Pas que ça me soit arrivé, mais c'est un copain qui m'a raconté. Bref, l'alcool c'est formidable et l'addiction à l'alcool c'est horrible. Est-ce qu'on ne devrait pas, du coup, inventer l'auto-école de l'alcool, C'est vrai, on nous apprend à conduire, mais on ne nous apprend pas à boire. En plus, les excès d'alcool tuent plus que les excès de vitesse. Je n'ai pas vérifié les chiffres, mais je suis sûr que c'est vrai. Sachant évidemment que faire un excès de vitesse en ayant fait préalablement un excès d'alcool, c'est le meilleur moyen d'éviter la gueule de bois par décès. Waouh, grosse ambiance. Je pose donc... Vous voulez une consultation? Non, tout va bien. Je propose donc l'ouverture prochaine de l'auto-école de la pile-colle, l'alco-école, qui nous expliquera enfin ce que ça veut dire de consommer avec modération, comment arriver à vraiment boire un verre d'eau entre chaque verre d'alcool, vous savez, ce truc qu'on ne fait jamais, et surtout qui nous expliquera comment continuer à profiter des effets euphorisants de l'éthanol sans que jamais ça ne nuise à la santé ni à l'éducation de nos chérubins adorés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Yes. Merci beaucoup, Simon. On retrouve maintenant Gilles Crétenant dans le Rendez-vous des papas. Bien qu'il y ait une forte diminution de consommation d'alcool quotidienne en Suisse ces 25 dernières années, les hommes restent en tête.
la bière pour les plus jeunes et puis le vin une fois qu'on a un peu pris de la bouteille, si je puis dire. Gilles Crétenant, bonjour. Bonjour. Comment se traduisent ces addictions ou ces consommations régulières pour les hommes dans le comportement de la vie de tous les jours, dans la vie familiale ? Alors, la consommation problématique ou les addictions à certaines substances, elles sont aussi réglées par des normes sociales. Par exemple, l'alcool, la surconsommation ou la dépendance à l'alcool chez les hommes, c'est plus accepté socialement. Ils le faisaient, ils le font encore, être dans la voie publique, en surconsommation. Et par exemple, les femmes, elles, vont avoir une consommation qui sera beaucoup plus à la maison, cachée, liée à des comportements de honte, notamment sociale. Hein. Donc ça, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces modifications de comportement, qu'ils interviennent très facilement et très couramment autour de l'arrivée de l'enfant. Lorsqu'un homme devient père, on voit qu'il augmente des consommations problématiques de substances, que ce soit l'alcool, le cannabis, et qu'il y a des comportements à risque qu'il peut-être va reprendre et qu'il avait peut-être même oublié depuis quelques années avant de devenir de nouveau papa et d'avoir ce changement de vie. Vous avez beaucoup de retours concernant la consommation de tabac, d'herbe ou de drogue dure pour les papas ? Alors moi, comme retour, non, pas spécialement avec Mencare parce qu'on n'est pas spécialisé là-dedans, mais évidemment que les institutions spécialisées qui travaillent en Suisse s'occupent de cette thématique et voient aussi ce lien entre parentalité, arrivée d'un enfant, modification de l'équilibre qu'il y avait, peut-être aussi des problèmes de couple, hein, est-ce que le couple est aussi proche qu'avant avec l'arrivée de l'enfant, enfin autant de facteurs de risque, et donc ils savent que ça fait partie de ces moments de la vie qui sont plus délicats où ces hommes peuvent être dans des situations de vulnérabilité un peu plus élevées. Comment s'en sort-il ? Est-ce qu'il y a des conseils, des accompagnements qu'on pourrait proposer, mis à part bien entendu le fait de faire appel à des institutions qui sont spécialisées justement dans l'accompagnement au niveau des addictions, mais les papas au niveau familial, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Quel message on pourrait faire passer pour que ces addictions n'en soient plus ? Alors, l'addiction ou la consommation problématique, c'est juste un symptôme. C'est un symptôme d'un mal-être, d'un malaise qui est lié à une situation qui change. Donc, c'est clair que plus on aura d'outils, plus ces hommes auront d'outils, ces pères auront d'outils pour gérer ces fluctuations émotionnelles, plus ils seront à l'aise et moins ils auront besoin de ces béquilles. Oui. Et donc, ça veut dire que dans les rencontres de futurs pères qu'on organise notamment avec Mencare et d'autres institutions, c'est des moments où on peut leur dire que, oui, la grossesse, il y a des changements hormonaux. Moi, en tant que père, moi aussi, je change même hormonalement, que c'est normal, que je ne me sente pas bien, que j'ai des crises, que j'ai peut-être des peurs, des angoisses, et que c'est OK. Et simplement, on va faire ça ensemble, avec ma compagne, avec l'enfant. On va essayer de construire avec mes proches et d'autres ressources pour bien vivre, mieux vivre cette situation qu'on peut. Super, merci beaucoup Gilles, merci aussi pour l'accompagnement que vous proposez aux papas. Si vous êtes papa et que vous avez besoin d'écoute, de rencontrer d'autres papas, parfois dans la même situation, parfois dans d'autres situations, il y a bien entendu l'association Mencare, on a l'association Père pour toujours, il y a également la CROP, la coordination romande des organisations paternelles, qui sont un petit peu partout dans les cantons. On référence toutes les adresses sur notre site internet laparentale.ch. Je me répète, mais il existe des organismes vers qui vous pouvez vous tourner en cas de problème. Par exemple, la Croix-Bleue romande, qui est spécialisée dans l'accompagnement lors d'addictions liées à l'alcool. Il y a également Stop Tabac pour la consommation excessive de cigarettes ou pas excessive. On peut simplement vouloir arrêter. D'autres organismes qui peuvent vous écouter en cas de souci, n'hésitez pas. Vous avez les lignes téléphoniques pour les plus jeunes. Il y a la ligne gratuite de Pro Juventute, la main tendue, le site internet ciao.ch, également ontécoute.ch. Donc vraiment, n'hésitez pas, toutes ces adresses sont répertoriées sur notre site internet. On essaie d'en mettre un maximum pour que ce soit le plus accessible possible. On va s'intéresser maintenant aux conséquences du tabac dans notre rendez-vous juridique et institutionnel. L'addiction peut être plus sournoise, commencer très jeune, s'installer doucement avec des produits plus faciles d'accès, notamment aux jeunes. Je parle évidemment du tabagisme. Fumer étant enceinte, le tabagisme passif, l'imitation, l'effet de mode et maintenant l'accès facile aux cigarettes électroniques sont tous des moyens d'introduire les enfants et les jeunes au tabac. On pense souvent à tort que le tabac est une petite addiction et rares sont les cas graves qu'on entend dans la presse. Néanmoins, on va voir quels sont les risques liés au tabac et comment préserver sa santé et la santé de nos enfants. On aborde ces sujets avec nos invités. Isabelle Gaudin-Loriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sage-femme, travaillez à l'unité de grossesse et tabac des HUG. C'est un service qu'on ne trouve pas ailleurs, d'ailleurs en Suisse malheureusement, mais depuis le Covid, vous avez vraiment développé cette partie où on peut travailler à distance. Tout à fait, on a commencé en mai 2019.
Parfait. Catherine Abulle, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère spécialisée à la ligne Stop Tabac. C'est une ligne téléphonique gratuite. On peut vous joindre en français, en allemand et en italien. On affichera le numéro de téléphone. Et Grégoire Vito, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation Addiction Suisse et président de la Ligue pulmonaire vaudoise. Ouais. Isabelle Godin-Loriot, quels sont les risques pour les femmes enceintes ? Alors, une femme enceinte, c'est difficile de dire les risques. Je pense qu'il faut éviter de diaboliser complètement le tabac. Effectivement, quand une femme est enceinte et qu'elle fume, elle peut avoir un risque accru de retard de croissance intra-utérin, elle peut avoir des saignements, etc., un peu plus abondamment. Il peut y avoir plus de risques de grossesse extra-utérine. Pour les enfants, il peut y avoir effectivement plus de risques, éventuellement, on dit de mort intra-utérine ou de... Mais ce serait trop facile si c'était tout à cause du tabac. Donc je pense qu'à partir du moment où une femme enceinte a le déclic de vouloir changer sa consommation, il faut à tout prix l'aider, ne pas diaboliser, parce que ce serait trop facile. Et je pense que ça, c'est très important dans le message à donner. Alors justement, Carolina était tout à fait consciente de ces risques. Elle a décidé de vous appeler pour que vous l'aidiez à arrêter de fumer. Voici son histoire. Bonjour, je m'appelle Carolina et je suis la maman de Soléa, c'est ma fille qui a 4 mois. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter mon histoire, comment j'ai pu arrêter de fumer les cigarettes. J'ai commencé à fumer quand j'avais 18 ans et je suis arrivée l'année passée, dont j'avais 34 ans, et j'ai fumé 2 paquets de cigarettes par jour. Je suis tombée enceinte et j'ai eu tout de suite peur. Je me disais, mais comment je vais faire maintenant que je fume 2 paquets par jour à arrêter complètement. J'ai commencé à taper sur Google des adresses pour chercher de l'aide. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la sage-femme Isabelle à la HUG à Genève. J'ai eu mon premier rendez-vous avec elle. J'étais environ à 2 mois de grossesse. On a pu ensemble regarder à quel taux de nicotine j'étais. Et par rapport à ça, on a pu mettre en place avec des patchs de nicotine une espèce de sevrage. Et j'ai commencé avec 2 patchs de 21 mg, qui c'est vraiment fumeur plus. Et je suis arrivée à 8 mois de grossesse à pouvoir tout enlever. Pendant ce parcours, j'ai rechuté pas mal de fois. Ce n'a pas été un parcours très facile, mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la bienvoyance et la positivité de la sage-femme Isabelle. Au lieu de me rentrer dedans, entre guillemets, elle me disait, écoutez, moi, je vous félicite pour vos 4 heures sans cigarette, c'est sympa, et avec les patchs et tout. Donc ça m'a permis de prendre confiance en moi-même. Et à fur et à mesure, j'ai diminué mon patch jusqu'à 8 mois où je dis, je n'ai plus besoin et j'ai tout arrêté. Donc moi, typiquement, je l'ai fait pour ma fille parce que je n'avais pas envie de l'avoir dans mes bras et de sentir l'odeur de la cigarette. Je sens que c'est bon, j'ai plus envie. À la limite, je sens l'odeur de la cigarette et je dis, oh, c'est quoi ça? C'est horrible, j'aime pas. Et cette sage-femme, moi, ça a changé vraiment, elle a changé ma vie. Elle a pu me donner des conseils et surtout m'aider à ne pas faire comme ma tête me disait. Parce que souvent, c'est ça, les addictions, et c'est ça qui nous amène dans des rechutes très facilement. Donc, je remercie aujourd'hui la sage-femme Isabelle pour avoir complètement changé ma vie. C'est un témoignage plein de positivité, de bienveillance et d'espoir. Grégoire Vito, une question pour vous, la nicotine en soi, c'est pas nocif. Qu'est-ce qui est vraiment nocif dans la consommation de cigarettes ? Alors, il faut que je nuance un tout petit peu. La nicotine, c'est une puissante substance psychoactive, donc c'est ce qui rend dépendant quand on la consomme. Donc on ne peut pas dire qu'elle est pas problématique en soi, c'est ce qui crée la dépendance. Et puis c'est aussi quelque chose qui est à déconseiller fortement pour les jeunes. Quand on est jeune, qu'on a le cerveau qui est en pleine maturation, s'il apprend à fonctionner avec des substances psychoactives, les risques de devenir dépendant plus tard sont plus élevés, le risque de développer des comportements de type addictif sont plus élevés. Ce que vous avez dit, c'est juste pour les fumeurs adultes qui souhaiteraient arrêter de fumer. Leur problème de santé, il n'est pas lié à la nicotine, il est plutôt lié à la façon de la consommer. Et on sait qu'il y a des consommations plus ou moins à risque selon le mode, donc le pire étant le tabac fumé. Ça passe ensuite par toutes sortes d'autres formes, comme la cigarette électronique ou la vaporette. Et puis ça peut aller jusqu'au tabac oral aussi, le snus qui se met dans la bouche. Et
Aucune de ces consommations n'est sans risque, mais les risques sont divers en fonction du mode de consommation. Catherine Abulle, le site Stop Tabac, entre autres, liste très bien les risques qui sont liés à la consommation de tabac. Quelles sont les inquiétudes que rencontrent les personnes lorsqu'elles vous appellent, qui veulent arrêter de fumer? Elles vous disent « Bonjour, j'aimerais bien arrêter de fumer, mais... » J'arrive pas. Oui. Et ça veut dire ils ont essayé, ils ont échoué. Peut-être ils ont seulement essayé une fois. Et l'expérience était l'enfer. Et il ne veut pas revivre ça. Et même quand il a rechuté après quelques années, ils ont perdu la confiance en soi. Et il ne faut pas sous-estimer cette crainte d'échouer. Hein. Et c'est dommage parce qu'on sait, si on fait beaucoup de tentatives d'arrêt, ça rend à la réussite. Alors ça vaut la peine de même faire une trentaine de tentatives d'arrêt. Alors échouer dans ce processus d'arrêt la règle et pas l'exception. C'est beau ce que vous dites. D'ailleurs, Carolina le dit très bien dans le reportage. Hein, elle a rechuté plusieurs fois. Isabelle Godin-Loriot, Carolina, lorsqu'elle nous parle de vous, elle parle de vous comme son ange gardien. Donc c'est dire que c'est un bel hommage à votre travail. Elle a rechuté plusieurs fois. Oui. Alors, moi, j'étais l'accompagnatrice. Je pense que la personne, c'est la personne concernée, c'est elle qui gère. Ensuite, là, on est là pour effectivement... essayer de personnaliser, l'accompagner dans sa démarche. Et effectivement, comme le dit très bien notre personne, par moment, on a envie, et puis tout à coup, on a l'impression qu'on n'est pas capable. Et je pense qu'il faut valoriser toute modification, et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire que chaque cigarette en moins, c'est une petite victoire. Il faut éviter de se donner des buts trop importants, parce que sinon, ça dévalorise, et là, on est vers l'échec. Donc, avec Carolina, effectivement, on a progressivement tâtonné, on a regardé quelles étaient les limites, pourquoi ces limites, qu'est-ce qui était le plus important, et puis discuter de pourquoi ça n'avait pas marché, pourquoi elle a repris, etc. Et progressivement, on modifie le comportement. Et je pense que c'est aussi très comportemental. Il n'y a pas de solution type. Je pense qu'il faut aller accompagner la personne, et chaque fumeur est unique. Donc il faut vraiment, et chaque fumeuse est unique. Et chaque victoire est aussi unique. Et chaque exactement. Je pense que ça, c'est important. On les accompagne jusqu'au bout. Catherine Abulle, je reviens sur vous. Les personnes vous appellent en général à partir d'un certain âge. Donc c'est plus après 40 ans. Pourquoi ? Alors, les gens qui sont... la plupart des gens sont entre 22 et 44. Oui. Et je crois, quand ils sont plus jeunes, on risque de les perdre. Quand ils ont commencé très tôt, à 15 ans, alors là, on risque de les perdre. Et après, ils recommencent à nous appeler à partir de 20 ans. Et puis il y a aussi tous les risques liés au tabac qui se montrent finalement, les conséquences du tabac qui se montrent après 40 ans. Donc c'est pour ça que vous avez aussi beaucoup d'appels de personnes qui ont plus de 40 ans. Bien sûr. Il y a des gens qui souffrent des conséquences au niveau cardiovasculaire ou des problèmes avec la respiration très souvent, ou du cancer et autres problèmes. Alors... c'est après des décennies d'avoir fumé, on se rend compte qu'il faut faire quelque chose, où le médecin dit maintenant il faut arrêter. Mais il y a aussi des jeunes gens, à partir de 20 ans, qui sont arrêtés de faire du sport parce qu'ils n'ont pas assez de souffle. Ouais. Alors, en parlant de jeunes, il y a un mois, on disait oui à Enfants sans tabac. Donc c'est une initiative qui vise à protéger les enfants contre les publicités et puis contre toute incitation à la consommation. Cette initiative a été acceptée le 13 février 2022 à la double majorité, donc il y a 1 an et 1 mois, pas que 1 mois, mais bien 1 an et 1 mois. À la double majorité du peuple et des cantons. Et pourtant, aujourd'hui, on trouve à n'importe quel coin de rue des cigarettes électroniques qui ciblent particulièrement les jeunes et que les jeunes peuvent facilement acheter très tôt, à partir de 12-13 ans, n'est-ce pas ? Grégoire Vito, en ce moment, il y a une vague médiatique qui concerne les puffs. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi on en parle autant ? Alors les puff bars, c'est un produit qui est arrivé il y a 2-3 ans et qui a
plusieurs caractéristiques qui le rendent un peu différent des produits précédents. C'est un produit qui, visiblement, vous en avez là sur la table, regardez comment c'est conçu, hein, regardez dans quel univers on est, regardez la forme, regardez la couleur, regardez l'emballage. On est dans le monde de l'enfance, hein, de l'adolescence. Donc, pour moi, c'est peut-être le principal défaut de ce produit, c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui est conçu pour cibler les jeunes, les très jeunes. C'est une vapoteuse, vaporette, cigarette électronique, comme on veut l'appeler, et qui a la particularité de très bien délivrer la nicotine, justement. Donc, c'est très efficace pour délivrer de la nicotine. C'est un produit qui rend la nicotine très accessible aussi, parce que il n'y a pas l'âcreté, par exemple, de la cigarette. Hein. Dans l'ancien temps, quand on voulait commencer à fumer, il fallait passer par une étape où on toussait, où on avait des maux de tête. Là, on peut consommer de la nicotine très facilement. Il y a des parfums qui rendent l'inhalation extrêmement facile. Et oui, puis, d'ailleurs, la rouge, là, elle a l'odeur de la colle quand on était petit. Voilà, qu'on aime tous, donc c'est super attrayant, même pour quelqu'un qui ne consomme pas. Et puis, ça a encore un autre défaut, c'est que c'est à usage unique. Donc là, on n'est plus sur le terrain de la santé, on est sur le terrain de l'environnement, mais ça reste quand même aussi quelque chose qu'on peut reprocher à ce produit. Donc, c'est un produit qui est assez détestable. Une catastrophe environnementale, parce qu'on jette, dès qu'on a fini de consommer, on jette le petit tube. Là. Voilà, on jette le tube qui contient de l'électronique, des batteries qui pourraient être rechargeables. Hein, donc, on jette tout ça. Donc, c'est un produit qui est assez détestable et puis qui a envahi les préaux d'école, ce qui est assez préoccupant. Quelles seraient les solutions alors pour pallier un petit peu, j'ai envie de dire pallier, c'est pas vraiment le terme, mais quelles seraient les solutions pour éviter justement que ça cible autant les jeunes? Les jeunes ont cette consommation de cigarettes qu'on ne peut pas... Alors, on pourrait se dire on interdit, mais... On interdit quoi? On ne peut pas interdire la nicotine, puisqu'il y a la cigarette. On ne peut pas interdire la cigarette électronique, parce qu'elle aide aussi au sevrage pour certaines personnes, pour la réduction des risques, elle est utile pour les fumeurs. On pourrait dire on interdit l'aspect usage unique. Peut-être que là, on pourrait les sortir à un moment du marché, mais moi, j'ai confiance dans la créativité de l'industrie. Ils trouveront une parade, puis il y aura des nouveaux produits qui arriveront. Donc moi, je pense qu'il faut travailler. On a deux axes, si on veut essayer de protéger la jeunesse sur ces produits psychoactifs. C'est travailler sur l'accessibilité de ces produits et sur leur attractivité. Donc si on fait un petit exercice d'imagination, on imagine que ces produits, au lieu d'être rouges dans des emballages avec des arômes bonbons, ils soient kaki, dans des emballages kaki avec des gros avertissements sanitaires, qu'on soit obligé de les acheter par 10 et puis qu'on ne les trouve pas dans tous les kiosques mais dans des magasins spécialisés où des vendeurs et des vendeuses formés vérifieraient l'âge des gens qui les achètent et qui auraient des sanctions s'ils en vendent à des mineurs. Eh ben, on ne se débarrasserait pas du produit, ce produit continuerait à exister, on le retrouverait dans les préaux, mais pas dans l'ampleur telle qu'on la vit aujourd'hui. Donc c'est une décision sociétale finalement, c'est quelle place on veut pour ces produits, est-ce qu'on veut que ces produits puissent être promus librement, commercialisés n'importe comment, quitte à ce qu'ils finissent chez les jeunes, ou est-ce qu'on privilégie plutôt la santé publique et à ce moment-là on met un certain nombre de garde-fous autour de leur commercialisation? Catherine Abul, est-ce que vous préconisez parfois, lorsqu'on veut arrêter de fumer, de passer par les cigarettes électroniques, sans passer par les puffs, mais plutôt les vaporettes plus classiques? Oui, les vaporettes avec du liquide. Hein. Aujourd'hui, il faut tout expliquer à fond, parce que parfois les gens parlent de la cigarette électronique, mais au fond, ils parlent du tabac chauffé. Et ils pensent que ça aide à arrêter de fumer, hein, ils se trompent. Et alors, dans certains cas, il faut presque recommander la cigarette électronique. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des troubles de maladie assez forts, qui fume beaucoup et qui vit dans des circonstances très difficiles, qui n'a pas la force de faire un changement, alors là, au moins, on peut minimiser les risques. Mais il y a aussi des personnes qui sont justement pas motivées. Ils disent j'aime bien cette flèche de la nicotine, je ne veux pas abandonner ça et je vais... Oui, avec la cigarette électronique, ils ont la chance de continuer. Alors c'est toujours cette idée, oui, si je pourrais fumer sans avoir ces risques. Alors, pour ces gens-là, oui, ça peut être une possibilité, mais je dis toujours, il faut aussi avoir la vision de sortir aussi de la consommation de la cigarette électronique. Bon, après, il y a d'autres moyens. Il y a par exemple les patchs, hein, comme on a entendu Carolina, vous l'aviez beaucoup aidé avec les patchs. L'enjeu est grand, les risques sont présents, les conséquences des addictions sont terribles. C'est une véritable question de santé publique et d'environnement, pour le coup, qu'Addiction Suisse s'efforce chaque année de mettre en lumière.
Du 13 mars au 18 mars 2023, c'est la semaine d'action pour les enfants de parents souffrant d'une addiction. On est en plein dedans, regardez. La semaine d'action est organisée par Addiction Suisse depuis 5 ans. Et le but, c'est vraiment de faire parler, de parler de la thématique des enfants qui ont un parent avec une addiction. Donc c'est une semaine que coordonne Addiction Suisse et où les différentes organisations sur le terrain organisent des actions afin de sensibiliser ou de former les professionnels autour de cette thématique-là. Alors, le type d'action qui est organisé pendant la semaine d'action, ce sont par exemple des projections de films avec une discussion sur ce thème. Il peut y avoir des formations qui sont proposées aux professionnels ou des discussions aussi de personnes concernées par exemple. Il y a des stands aussi qui sont faits dans des bibliothèques ou dans des centres commerciaux afin d'attirer la population générale. Et voilà, une multitude d'activités autour de cette thématique-là. Alors cette année, la semaine d'action a un thème principal qui est le rôle des proches. Donc voilà, tout le monde a autour de soi probablement une famille qui est touchée par l'addiction, ou les 2 parents. Et le but, c'est vraiment de donner des outils pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à ces familles. Parfois, c'est difficile, c'est pas quelque chose de simple. Voilà, on ne sait pas exactement comment aborder la thématique. Pour les parents, c'est souvent une thématique dans laquelle ils sont dans le déni de leur addiction. Pour les enfants, il y a aussi un sentiment de loyauté vis-à-vis de leurs parents, donc ils ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur de trahir leurs parents. Et du coup, on donne des outils. On a développé une brochure dans les 3 langues qui permet d'avoir un peu des pistes pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Ce qui est le plus important aussi à dire, c'est que les enfants souffrent beaucoup quand ils ont un parent avec une situation d'addiction. Ils vivent des sentiments contradictoires. D'un côté, ils aiment leurs parents, mais de l'autre, ils ont des sentiments de honte, de culpabilité, de colère aussi vers leurs parents. Ils vivent dans une situation souvent d'instabilité, parfois de violence aussi. Et il faut dire qu'il y a des conséquences aussi à long terme. Les enfants qui ont eu un parent avec un problème d'addiction ont 6 fois plus de risques de développer eux-mêmes un problème d'addiction ou une maladie psychique. Et quand on parle de ces enfants, c'est important de dire qu'en Suisse, on estime à 100 000 les enfants touchés par cette problématique. 100 000, c'est très général, mais si on le ramène à une classe d'école, cela signifie 1 ou 2 enfants dans une classe. C'est 1 enfant sur 13 qui est touché potentiellement par cette problématique. Il n'y a pas de recette miracle, mais quand on est confronté à un enfant qui vit dans une famille avec des addictions, l'important c'est de ne pas fermer les yeux, pas faire semblant de rien. En fait, c'est important de essayer d'en parler, essayer d'instaurer le dialogue, soit avec les parents, soit avec les enfants, ou bien aussi juste être là pour l'enfant. Ça peut vouloir dire le sortir de la famille un après-midi, jouer avec lui, etc. Et puis dans des situations vraiment graves, là, c'est important d'appeler un spécialiste des addictions, voir la protection de l'enfance pour savoir s'il faut ou pas intervenir de manière plus grande. L'année passée, on a eu plus de 40 actions qui ont été organisées. On a eu une très bonne couverture médiatique aussi de la part de médias nationaux et régionaux. Et puis oui, on a des très bons retours de la part des professionnels. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de monde qui est touché par cette semaine d'action. Donc les buts sont atteints. Addiction Suisse coordonne, nous avons un site internet sur cette semaine d'action. Donc on encourage les organisations sur le terrain à organiser des actions. Et puis on publie les actions sur le site, on fait de la communication, on essaie de communiquer au niveau national. Mais l'objectif, c'est vraiment d'encourager les organisations locales à être en contact avec les médias locaux et à sensibiliser les professionnels autour d'eux et la population générale. Sur notre site, on a plusieurs adresses dans tous les cantons où on peut trouver de l'aide en fait, pour les parents, pour les proches et même pour les enfants. C'est un bel appel à la solidarité que nous avons entendu en reportage. J'espère qu'il touchera le cœur d'un maximum de personnes. L'entourage joue un rôle primordial dans le fait d'aider quelqu'un à guérir de l'addiction, d'une manière générale. Alors, je ne sais pas, par exemple, vous, Grégoire Vito, l'entourage.
Oui, l'entourage, alors peut-être, là on parle de tabac aujourd'hui, c'est peut-être pas là où l'entourage est le plus impacté, hein, comme on l'a vu dans le reportage. Mais oui, l'entourage, il joue un rôle parce que l'addiction, c'est une maladie. Donc la maladie, quand on est appuyé, quand on est épaulé, quand on est bien entouré, c'est beaucoup plus facile de s'en sortir, évidemment. Oui. Merci beaucoup Catherine Abul. Un dernier petit conseil avant de nous quitter ? Tout en général. Oui. Alors, il ne faut pas repousser la prochaine tentative d'arrêt. Il ne faut pas se dire encore un mois. Non, il faut juste faire, passer à l'action. Arrêter, c'est agir. Merci beaucoup. Isabelle Godin-Loriot, merci beaucoup pour votre intervention. Un petit conseil pour les femmes enceintes qui nous regardent ? Alors, la grossesse est souvent un moment où on se retrouve face à cette addiction. Et donc, je pense que c'est très, très important d'oser frapper à la porte. On n'est pas du tout là pour juger, on est là pour accompagner, comprendre et puis essayer le mieux. Et chaque petite cigarette en moins, c'est une victoire. Merci beaucoup. Un mot, une parole, une oreille attentive peuvent faire la différence dans une vie de famille entière. Alors allons-y, ne nous retenons pas. Merci à nos invités pour votre contribution. On va s'intéresser maintenant à la pornographie quand elle devient une addiction. Isabelle Aredmer, bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, avec vous, on veut savoir comment ça se passe dans le couple, dans l'intimité, dans la sexualité. Alors, première question, quel est l'impact des addictions, donc cigarettes, alcool ou drogue, dans un couple, dans la relation et dans la sexualité ? Alors, d'abord, dans la relation de couple, les substances qui sont consommées, on peut les considérer comme la présence d'un tiers qui s'invite dans la relation intime. Et puis, ce tiers, avec sa présence, parfois il peut désinhiber, si on parle d'alcool. Parfois, il peut augmenter les perceptions des sensations, si on parle sexualité et les substances plutôt excitantes. L'effet que ça peut faire ensuite pour les couples, c'est que parfois, en tout cas en consultation, les couples se posent la question, est-ce que c'était vraiment elle avec qui j'ai eu ce moment intime, avec qui j'ai fait l'amour? Est-ce que lui, il était vraiment, il est comme ça, comme il est dans ces moments-là? Est-ce que c'est moi qui le désire réellement? Ou est-ce qu'il est dans une autre bulle, en fait? Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Du coup, quand on se pose la question de savoir si c'est vraiment nous qui l'avait désiré ou qu'elle avait désiré pour la relation, à partir de quand on peut se poser la question, c'est trop? À partir de quand on peut savoir que cette consommation, elle est trop? C'est une très très belle question parce que voilà, consommer un peu d'alcool dans un but festif, c'est tout à fait OK. Et puis chaque couple peut choisir s'il en a envie ou pas. Maintenant, les addictions commencent, on peut dire qu'elles commencent au moment où il y a vraiment une pulsion un peu impérieuse et irrépressible, inarrêtable de consommer, malgré le fait qu'on connaît, parce qu'on a déjà l'expérience, les possibles conséquences négatives, voire néfastes de cette consommation. Et on ne peut tout de même pas s'en empêcher. Et ça, c'est probablement le signal que des aides sont possibles et puis que c'est un peu trop. Alors, il y a cette addiction à l'alcool, au tabac ou aux autres drogues, mais il y a également les addictions sexuelles ou les addictions à la pornographie. À partir de quel moment on devrait se poser des questions ? Alors, peut-être la première chose que je souhaiterais dire par rapport à la pornographie, c'est que majoritairement, ce sont encore aujourd'hui des hommes qui sont plus attirés par la recherche d'images pornographiques. Les femmes vont plus aller dans le sens du romantisme, d'une recherche d'un romantisme idéal aussi, et puis l'homme va plutôt axer sur une image idéale, comme ça, très excitante. Maintenant, à partir de quand ça pose problème, pour le couple en tout cas, ou pour la personne, c'est quand il y a une souffrance qui s'installe. C'est-à-dire que cette souffrance peut être faite de fantasmes de rivalité. Est-ce que je suis autant belle que celle que tu vois sur l'image pornographique? Est-ce que moi je suis à la hauteur avec toi? Parce que je ne vis pas vraiment une relation affective quand je suis devant l'image pornographique. Donc, est-ce que dans la vraie vie avec toi, ma partenaire ou mon partenaire, est-ce que tout d'un coup, je suis à la hauteur? Et il y a plein de questions comme ça qui peuvent, petit à petit, éloigner les personnes et même créer des sentiments d'abandon ou des désinvestissements de la relation.
on arrive quand même à prendre du plaisir dans sa sexualité avec son partenaire alors qu'on est plutôt basé sur la pornographie, donc des images un peu fictives qui ne correspondent pas au plaisir, qui ne correspondent pas vraiment, en tout cas au plaisir féminin, après au plaisir masculin, je ne sais pas. Oui, je crois que les mêmes questions se posent aussi pour le plaisir masculin, c'est-à-dire que ces images-là, elles sont clairement stéréotypées. On y présente une image masculine et féminine et des relations homme-femme, femme-femme, homme-homme qui sont souvent, éloignées de la vie des gens. Et ce qui est délicat au niveau sociétal avec ces images stéréotypées de ce que l'homme devrait être sexuellement et ce que la femme devrait être sexuellement, c'est que ça ne correspond vraiment pas à la réalité et que les personnes ne sont pas en mesure de reproduire ça dans la vraie vie. Ça, c'est la première chose. Et puis une chose encore qui est certainement pertinente, c'est que cette recherche d'excitation très 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 forte et peut-être parfois compulsive, c'est pas le cas de tout le monde, mais parfois oui, addiction, elle témoigne plutôt d'une difficulté à être excité. Voilà, donc tous ces éléments m'amènent à dire que c'est probablement la question de la masculinité, de la féminité en soi. Est-ce qu'on peut érotiser l'autre en tant que personne en face de soi? Est-ce qu'on peut-être une situation aussi. On peut imaginer la situation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on est érotique pour l'autre aussi? Et voilà, et ce sont des questions profondes qui ensuite se traduisent par des attitudes compulsives. Ouais. Merci beaucoup Isabella. Comme d'habitude, on aime bien vous demander un petit exercice de couple à faire. Est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer ? Très bien. Alors peut-être d'abord pour les personnes qui se sentent un peu, démunies par rapport à ces mouvements irrépressibles qui se présentent avec beaucoup d'émotions, je souhaiterais conseiller d'essayer l'expérience d'une minute d'une marche rapide quand ça vient, en se disant ok, j'ai le temps d'allumer l'ordinateur. Avant ça, je vais juste faire une marche rapide et peut-être aussi faire un petit moment de respiration avec une bonne inspiration et une bonne expiration pour voir si l'envie d'ouvrir l'ordinateur est toujours présente ou pas, par exemple pour la pornographie. Et puis pour les couples, je peux proposer d'être attentif à se poser la question, je crois que c'est le départ de la nouvelle solution, des nouvelles pistes, des nouvelles ouvertures, c'est se poser la question qu'est-ce qu'on est en train de fuir, de quoi on a un peu peur. Oui. En allant soit dans l'alcool ou dans les substances plus excitantes ou dans la pornographie ou dans la sexualité addictive. Essayez d'identifier qu'est-ce qui nous pousse à. Qu'est-ce qui nous pousse à et de quoi on a peur, ouais. Merci beaucoup Isabella Redmer. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur notre site internet laparentale.ch. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur le plateau de la récré parentale. Bonne suite de programme. Thank you.